Bienvenue dans cette nouvelle Santé Plus, émission qui est consacrée cette semaine à la bonne information santé pour mieux se soigner. Depuis la pandémie du Covid-19, on l'a vu, la diffusion d'informations santé erronées s'est vraiment multipliée et on parle désormais d'infodémie. Et pour en parler, justement, nous avons avec nous sur le plateau le docteur Catherine Bertrand-Ferrandis. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour Bernard. Et vous êtes experte en communication, vous êtes également femme de santé, puisque vétérinaire de formation, et vous travaillez régulièrement avec des organisations internationales sur ce sujet. Qu'est-ce qu'une infodémie ? Alors une infodémie, en fait, c'est un phénomène qui est en fait la surabondance d'informations que l'on reçoit tous les jours, qui viennent de tous les côtés. Je pense qu'on l'a tous expérimenté pendant le Covid, la crise du Covid. Cette surabondance d'informations qui fait qu'on ne sait plus vraiment quoi choisir, et notamment en termes de santé, on ne sait plus quelle décision prendre, comment bien s'orienter sur les actions à mettre en place pour se préserver, pour préserver la santé de nos proches. Et ça a été mis vraiment en lumière, ce phénomène d'infodémie a été mis en lumière par le directeur général de l'OMS il y a 3 ans, quasiment date pour date, en disant qu'on n'avait pas seulement à se battre, à combattre une épidémie, mais aussi une infodémie. Et en fait, la problématique des infodémies, c'est qu'il y a des impacts, et des impacts qui sont négatifs, directs et indirects sur la santé. Par exemple, on a eu de nombreux cas d'empoisonnement mortel pendant la crise du Covid-19 dans différents pays parce que les gens avaient reçu une fausse information donnant un remède miracle qui était en fait toxique pour eux. Ça peut être non mortel, mais ça peut être vraiment une sorte de floutage des cartes en termes de recommandations de santé. Et donc les gens ne savent plus quoi choisir, ne savent plus quoi faire et se soignent moins bien ou s'orientent moins bien dans les conseils qu'ils vont demander pour se soigner ou se traiter ou tout simplement ne pas tomber malade. On a aussi un gros impact sur la confiance, et je pense que c'est le principal, confiance qu'on fait dans les scientifiques, dans les recommandations des autorités sanitaires, dans les professionnels de santé aussi. Donc il y a vraiment cet impact de... Comme on a plein d'informations qui arrivent, on ne sait plus quoi choisir, on ne sait plus qui écouter. Et donc cet impact est très négatif. C'est pourquoi de nombreux professionnels aujourd'hui travaillent sur ce phénomène qu'on touche du doigt. On voit bien qu'il est là, mais c'est très compliqué d'arriver vraiment à l'identifier, à faire des recommandations sur comment le gérer. Mais on forme de plus en plus de professionnels de santé dans le monde à prendre conscience de ce phénomène, être formés sur ses impacts, être formés sur ses tenants et ses aboutissants et pouvoir mieux le gérer au niveau des pays et au niveau vraiment des systèmes de santé. Oui, mais les réseaux sociaux sont absolument inondés de ce genre d'informations fausses. Ça me paraît pratiquement impossible de lutter contre tous ces phénomènes. Vous avez une solution ? Vous rentrez dans le vif du sujet. Il y a les informations qui circulent, les mauvaises informations qui circulent. Déjà, je vais juste revenir en arrière. L'infodémie n'est pas formée uniquement de désinformation ou de fausses informations. C'est vraiment toutes les informations qui arrivent, qui peuvent être vraies, qui peuvent être datées, donc erronées, d'accord, qui peuvent être partielles, donc partiellement vraies mais partiellement fausses aussi, qui peuvent être totalement fausses, et puis qui peuvent être fausses et faites pour nuire. Parce que c'est ce qu'on appelle la désinformation. Il y a des gens qui ont des agendas, je ne sais pas qui, mais des personnes qui ont des agendas politiques, financiers par exemple, parce que quand on clique sur un lien, ça génère de l'argent derrière. Et quand c'est beaucoup de clics, ça génère beaucoup d'argent. Donc il y a des agendas de ce type-là et des informations qui sont créées pour vraiment générer du clic, générer de l'outrage, générer vraiment des réactions des internautes et qui deviennent virales du coup. Mais c'est une partie de la fausse information qui circule. Il y a aussi de bonnes informations ou des informations biaisées. Donc comment est-ce qu'on aborde ce phénomène-là et comment est-ce qu'on le gère ? On va vous donner je suis là pour vous donner quelques tips aujourd'hui. Et c'est quoi la différence entre la mésinformation et la désinformation ? Justement, la désinformation, c'est ce que je disais, c'est vraiment cette intention de nuire, entre guillemets. Ouais. Donc en fait, il y a eu cette création de désinformation pour nuire, en tout cas pour remplir un agenda. Voilà. C'est exprès, la désinformation. Et la mésinformation, c'est
tout ce qu'on peut nous-mêmes partager, vous deux, moi, on peut partager parce qu'on y croit, on n'est pas sûr vraiment, mais on va aller partager ou on va aller répéter une information qui est erronée, qui est partielle, qui n'est pas forcément extrêmement fausse, mais en tout cas qui n'est pas la bonne recommandation et la plus claire pour pouvoir soit se préserver de la maladie, se protéger, soit se traiter, soit se faire tester, par exemple, quand on parle du Covid ou ce genre de choses. Comme vous disiez, Bernard, avec les réseaux sociaux, ça peut être le soir, on transmet des infos qui ne sont pas vérifiées, qu'on n'a pas regardées, et juste en se disant, tiens, ça a l'air intéressant, et on participe à cette désinformation. Mes informations et désinformation des deux côtés, exactement. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles Vous avez des exemples concrets ? Alors, des exemples concrets de désinformation, vous allez avoir tout ce qui est un peu complotiste. Donc, je ne vais pas le dire moi-même parce que ce serait dommage, mais vous savez, ces messages qui disent que qu'un laboratoire pharmaceutique veut... Alors, il y avait la fameuse... C'est un bon exemple. Il y avait la fameuse puce qu'on disait être injectée en même temps que le vaccin. Voilà, exactement. C'est un exemple de désinformation. L'hydroxychloroquine aussi, c'était une autre façon de faire. Alors c'était encore un peu plus compliqué parce que là on parle d'un sujet qui a été porté par un scientifique en plus à la base, mais ça nous permet d'aborder la problématique de la science qui met du temps. Parce que la science en fait c'est basé sur des hypothèses, c'est basé sur des questions à la base, on répond avec des hypothèses, on va tester, on va faire de la recherche et à la fin on aura un consensus scientifique sur la base de tout ce pool de recherche et de tests. Un consensus scientifique où 95%, 99% des scientifiques seront d'accord sur un sujet parce que ça aura été démontré, parce que ça aura été... mais ça prend du temps. Et malheureusement, notre écosystème d'information aujourd'hui, dont on reparlera peut-être après, mais demande vraiment des réponses très rapides, demande à beaucoup parler, à parler vite et à parler souvent. Et ce n'est pas vraiment le fort des scientifiques, en fait, puisque en tant que scientifique, on est formé à réfléchir longtemps, et à parler une fois qu'on est sûr, ou en tout cas qu'on a un consensus sur le sujet. Vous voyez bien que là, il y a un décalage, en fait, qui crée un vide, en fait, où des questions et des vides d'information vont tourner. Et donc, il y a des récits qui vont se mettre en place, des narratifs, comme on dit en anglais, des récits qui vont se mettre en place, qui vont créer de la mésinformation ou qui vont être du bon terreau pour planter de la désinformation et qu'elles deviennent virales, qu'elles circulent, parce que les gens cherchent en fait des réponses à ces questions et ces vides d'information, et c'est totalement normal. Mais c'est juste qu'on a un décalage du fait de cet écosystème d'information qui a beaucoup bougé. Et on va le voir aussi face à ce phénomène d'infotox en santé. Il y a parfois la parole des scientifiques qui est remise en doute. Oui. On l'a vu lors de ce phénomène-là. Et on va peut-être écouter un témoignage c'est une vidéo de l'OMS. Donc c'est un témoignage d'un pharmacien qui est au Bénin et qui raconte son expérience de l'infodémie Covid-19. Et il se pose des questions après s'être fait agresser verbalement par un patient dans un centre de vaccination. Et on voit qu'il est remis en cause aussi par ses proches, alors qu'il a fait plein d'études et qu'il est pharmacien. Et s'il avait raison? Et si toutes mes certitudes, en fait, ne reposaient sur rien, je vais dire, n'étaient que, voilà, une grosse farce, je dirais. Pendant que je suis en train de me poser ces questions-là, je reçois un message dans le groupe WhatsApp familial où l'un de mes oncles partage un message dans lequel il diffuse une recette miracle qui aurait été mise au point par un naturopathe chinois et qui permettrait de traiter la COVID-19 en, je vais dire, même pas quelques jours, en quelques heures. C'est pratiquement une recette miracle. Donc moi, tout de suite, je reçois ce message, je commence à me demander, mais quelle est cette recette qui peut traiter aussi rapidement la COVID? De toute façon, c'est ce qu'on recherche actuellement. Donc, à la limite, c'est une bonne chose. Mais je me demande, est-ce qu'on est sûr que cette recette-là est efficace? Et surtout, est-ce qu'on est sûr de l'innocuité? Est-ce que cette recette-là ne pose pas de problème de sécurité pour les personnes qui vont l'utiliser? Donc, je suis un peu perdu dans mes réflexions quand je réalise que ni mon oncle, ni les autres membres du groupe WhatsApp familial ne me demandent mon avis.
Alors que jusqu'à, je dirais, quelques semaines, quelques jours auparavant, j'étais un peu comme le point focal santé de la famille. J'étais la personne de référence pour toutes les questions liées à la santé. Donc, tout le monde s'adressait à moi et me posait des questions. J'étais systématiquement interpellé pour toutes les discussions liées aux thématiques de santé dans le groupe WhatsApp. Mais là, curieusement, personne ne me demande mon avis. Personne ne pense au fait qu'il y ait un pharmacien dans le groupe. Et donc, je me demande, est-ce que mes proches, ma famille, est-ce qu'ils ne me font plus confiance? Est-ce que c'est pas cette question de confiance-là qui s'est illustrée à travers la personne que j'ai reçue tout à l'heure? Parce que normalement, quand vous êtes dans un centre où il y a des professionnels de santé, des médecins qui sont en mesure de répondre à vos questions, à vos doutes, vous saisissez l'opportunité, c'est ce que je me dis, et vous posez toutes vos questions. Mais cette personne-là, visiblement, n'en avait rien à faire des réponses que mes collègues et moi pourrions apporter à ces interrogations. Donc, je dirais qu'elle ne nous faisait plus confiance. Et là, je réalise qu'en réalité, cette question de confiance existe aussi peut-être dans mon premier cercle familial. Et donc, je me dis, mais à quoi ça sert alors? Pourquoi moi, j'ai fait, je vais dire, toutes ces études-là, si même ma famille, mes proches ne me font pas confiance? Est-ce que mon rôle de professionnel de santé a encore une utilité vis-à-vis de la société? Je vais dire, si les gens ne me font plus confiance. S'il n'y a plus la confiance, c'est en quoi je suis différent des charlatans qui pullulent les rues dans nos pays. Docteur Bertrand, que pensez-vous de ce témoignage? Mais je trouve très intéressant parce que alors, je l'avais déjà entendu et à plusieurs niveaux, il décrit très bien l'infodémie. Déjà, juste au début, en fait, il explique qu'il s'est fait agresser par un patient qui est venu se faire tester. Qui lui a donné qui lui a expliqué qu'il y avait un complot, voilà, et qui était obligé de se faire tester pour voyager, sinon il ne serait pas venu. Voilà. Ouais. Donc il y a ce premier côté de vraiment d'outrage des gens, de gens qui sont très en colère et qui croient à un complot qui les oblige à faire des choses, ou en tout cas qui sont touchés par ces arguments-là, qui circulent sur les réseaux sociaux ou qui circulent, on ne l'a pas dit aussi, mais c'est en ligne et hors ligne, parce qu'il n'y a plus vraiment de frontières entre les deux aujourd'hui. Hein. Vous avez le téléphone dans la main, donc ça passe très vite dans la discussion qu'on peut avoir avec son voisin. Il y a ce niveau-là. Il y a le niveau de confiance qu'il explique à la fin de sa famille, en fait, qui avant venait lui demander des informations. Il était le référent professionnel de santé. Et là, il voit bien que ça lui échappe, en fait. Que ce remède miracle qui est proposé devient une solution miracle, devient quelque chose que lui, en scientifique, il voit bien qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qu'on ne va pas aller dans le bon sens, mais il voit que ça touche énormément sa famille, qui du coup ne va pas remettre vraiment en cause ça, il ne va plus venir lui demander son avis. Et le troisième niveau, je reviendrai à cette histoire de recette miracle, mais le troisième niveau, c'est que vous voyez un professionnel de santé qui se remet en question à un moment. Au tout début, là, il se dit « mais est-ce que c'est pas moi qui me trompe, en fait ?» Parce qu'un scientifique, donc habitué à douter, vraiment, il s'interroge et il y a ce moment, ce stop de mais est-ce que je ne dois pas remettre en question mes connaissances et est-ce qu'il n'a pas raison quand il parle de l'interlocuteur qu'il avait. Et donc, ça nous montre que vraiment l'infodémie touche tout le monde, toutes les strates de société, tous les types de personnes et puis peu importe votre background, en fait, peu importe votre formation, il y a un moment où cet afflux d'informations, c'est vraiment ce bruit, en fait, qu'on entend tout le temps, vient vous interroger et peut faire le lit de mauvaises décisions derrière. Et je vais revenir, du coup, à cette recette miracle. Vous me demandiez pourquoi les gens croient et partagent l'information, la désinformation ou la mauvaise information. Pourquoi est-ce qu'on y croit ? Déjà, il faut vraiment comprendre que sous stress, on réagit totalement différemment. Et je dis, nous réagissons différemment, nos cerveaux réagissent différemment, car c'est le cerveau de tous les humains. Et on partage à peu près les mêmes cerveaux quand même s'ils sont utilisés différemment après. Mais du coup, c'est vraiment naturel. En fait, sous stress, notre cerveau chante une partie décisionnelle. Il va vraiment s'occuper de simplifier. Donc, il va simplifier l'information qu'il prend. Moins d'informations. Il va aller s'appuyer sur ce qu'il connaît déjà.
et sur ses croyances déjà préétablies. Du coup, ça va être compliqué de faire bouger ces croyances en situation de stress. Pour les faire bouger, il va falloir qu'on soit plus sur des situations de calme. Et on va aller essayer de chercher plus d'informations pour pouvoir valider ce qu'on croit déjà. Et notamment chez des personnes proches. Donc chez des personnes proches, on revient aux réseaux sociaux, où vous êtes en contact avec vos proches et où de la désinformation circule. Donc ça peut vous toucher. Donc vous voyez bien que la recette miracle, dans ce genre de cas, elle est simple. Elle s'appuie généralement sur le vieux médecin, le vieux médicament, le truc qu'on connaît déjà, etc. Donc vous remplissez la case de ça marche avec une réaction sous stress. Elle est facile à mettre en œuvre et puis surtout elle va vous apporter une solution très rapide. Très rapide. Et donc du coup ça convient très bien à votre cerveau et on a tendance à y croire. Donc c'est naturel. Et puis en plus on a de nombreux biais cognitifs. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. Est-ce que ça a un rapport avec un défaut d'éducation de l'école, en fait, on a de tous formation? On a tous ça à la base. Si vous observez, on a tous ça à la base. Donc c'est pour ça que je vous dis ça touche tout le monde. Après, vous allez plus ou moins être capable de résister à cette envie de simplifier ou cette envie de vous reposer sur vos croyances, parce que soit vous avez déjà été informé de ces mécanismes, et ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, de transmettre en fait cette connaissance aux gens pour qu'ils puissent se garder de réagir comme ça. Et plus vous avez en effet d'éducation sur un sujet, et notamment les sujets sanitaires ou en termes de santé, plus vous allez rapidement détecter quelque chose qui ne va pas dans le récit en face, qui est très simpliste. Mais naturellement, on a tous ce mécanisme-là sous stress, puis en plus on a tous un biais de vérité, ce qui est très bien en société, parce que le fait de croire, déjà à la base, quand vous me dites quelque chose, je vais partir du principe que c'est vrai. Après, je vais réfléchir à savoir si potentiellement c'est mieux en société, parce que sinon vous allez aller remettre en question le prix du croissant que vous donne le boulanger. Vous voyez, ce serait un peu gênant si vous commencez à lui dire vous êtes sûr que c'est bien d'1 euro. Voilà. Donc c'est bien, mais c'est un biais qui fait que si on ne remet pas rapidement en question et si on n'a pas été, comme vous le dites, éduqué aussi à remettre en question certains narratifs qui passent de désinformation, ça peut poser problème parce qu'on va avoir tendance à aller vers « Ah ben oui, c'est vrai ». Ce côté un peu... moi, je suis une grande naïve, donc je le comprends totalement. Mais on a tous ça. Et on a tous l'illusion de la vérité parce que plus, en fait, cette information nous vient de différents biais, donc plus ça devient viral, plus on reçoit la même information, plus on va se dire que c'est vrai. Et c'est naturel, encore une fois, ça fait partie de nos cerveaux. On parlait tout à l'heure de la mésinformation et de la désinformation. Donc, c'est exprès de donner une mauvaise information. Est-ce qu'il y a des continents qui sont plus ou moins touchés? Est-ce que l'Afrique est un des continents les plus particulièrement touchés par cette désinformation? Alors, vraiment, le phénomène d'infodémie touche la planète entière. Ouais. Voilà. Et parce qu'on partage tous le même écosystème d'information aujourd'hui, digitalisé, où il y a énormément d'informations qui circulent, où ce qui se passe d'un côté du monde arrive en quelques heures, si ce n'est moins. Quelques minutes. Voilà, sur nos télévisions, sur nos téléphones, sur nos fils d'actualité. De réseaux sociaux, ça va très très vite. Donc tout le monde est touché. Par contre, il peut y avoir des campagnes de désinformation en effet qui sont très ciblées. On en a beaucoup parlé pour la politique. Voilà, on en a beaucoup parlé. C'est également vrai en santé. Et alors pour des raisons, comme on disait, politiques aussi, de déstabilisation, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a des impacts sur la santé, mais il y a aussi des impacts sur la confiance et donc sur la cohésion sociale. Et il y a des impacts sur la stigmatisation, parce qu'on a tendance à montrer du doigt une certaine communauté, ou à dire c'est de leur faute. Et dans cette désinformation, il peut y avoir quelque chose de très négatif et stigmatisant, et donc du coup de déstabiliser. Mais ce n'est pas plus en Afrique qu'ailleurs, sauf par volonté de déstabiliser. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que l'utilisation de l'intelligence artificielle permettrait de mettre sur les informations erronées une mention à vérifier, des choses comme ça? On y travaille beaucoup. Il y a beaucoup de travaux en cours pour l'instant. Il n'y a pas vraiment d'outils qui fonctionnent aujourd'hui. Il faudrait arriver à aller... la notion de vrai et faux, comme je vous expliquais, est toujours un peu délicate. Parce que, mise en garde, sans dire vrai ou faux.
Ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir par exemple de voir si c'est sourcé, voir si l'information qui est donnée se trouve aussi sur un site officiel d'une institution sanitaire régionale, nationale parce ou qu'en général, c'est internationale. sourcé, mais avec un établissement qui Ouais. n'existe pas ou qui n'a rien à voir avec ça. Alors, ce que vous dites aborde aussi la problématique du format que peut prendre la mésinformation ou la désinformation. Encore une fois, ce n'est pas forcément pour nuire, mais c'est qu'on a tout le format, les mêmes. Vous savez, les petites, soit les toutes petites vidéos, soit carrément juste les images, avec une blague, quelque chose qui fait sourire, mais qui est très lié à la situation du pays ou à quelque chose de... On ne décrit pas vraiment une mauvaise information. Ça reste une blague, mais ça a une influence. Et dans cette infodémie, dans ce nuage d'informations, ce bruit d'informations, ça va avoir un impact. Et ça, c'est très compliqué de les détecter. Donc, en fait, le fait d'être capable de dire, avec une IA, d'aller taguer ou labelliser les informations, c'est en effet un domaine de recherche actuellement. Ça ne réglera pas tout le problème. Et comment on peut faire pour avoir cette bonne information santé? Alors, on vient au cœur du sujet. Voilà, c'est ça. Donc déjà, la première chose, c'est d'avoir ce recul. Donc vous avez compris, il y a plein de raisons pour lesquelles on partage des informations, de la mésinformation. Donc d'avoir déjà à la base, vous voyez quelque chose, de faire le tri en fait. De ne pas croire tout de suite voilà. l'information. Donc grâce à notamment ce type d'émission, vous avez compris qu'il y avait cette envie de partager, cette envie de croire en quelque chose. Donc la première chose, c'est de se dire, oh là, alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe en face? Il faut savoir que aussi tous ces contenus de désinformation et mésinformation jouent beaucoup sur l'émotion. Donc quand vous voyez quelque chose qui vous fait réagir très fort, très vite, déjà avoir ce recul de se dire, là je suis en train de réagir émotionnellement et est-ce que cette information est vraie? Et donc pour savoir si elle est vraie, ou en tout cas pour avoir un peu plus d'informations sur sa véracité, ce qui est important, c'est d'aller regarder sur des sites internet ou d'autorités sanitaires, voir si elles relaient cette information, ou voir si cette information n'est pas complètement décriée. On a dans les journaux, il y a ce qu'on appelle les fact-checkers aussi, donc des vérificateurs de faits qui sont devenus professionnels aujourd'hui pour aller vraiment vérifier et donc faire de la démystification en fait, de mésinformations ou de désinformations. Donc aller sur ces sites-là pour voir si l'information que vous avez vue a été déjà vérifiée. Voilà. Il y a ça. Savoir à qui vous adresser pour avoir... Quand vous avez des questions, quand vous avez un vide d'information, puisque comme on l'a dit, ces questions sont le terreau de la désinformation et puis de la circulation. Donc, les professionnels de santé... Il y a aussi des médecins qui colportent certaines contre-vérités. C'est là où... Donc, les professionnels de santé, comme ce pharmacien que vous voyez tout à l'heure, restent votre référent. Et alors, il y a quelques personnes qui peuvent avoir des intentions... malveillantes, ouais. Ou en tout cas de se mettre en avant, ou peu importe. C'est toujours pareil, hein, tout le monde n'est pas parfait. Mais on va dire que généralement, les professionnels de santé, dans leur grande majorité, sont des personnes de confiance à qui on peut aller poser les questions. Accepter aussi qu'ils nous disent « je ne sais pas » ou « la science n'a pas encore décidé ». C'est très important d'accepter ça et on l'a expliqué, on a expliqué la raison. Et puis ce qui est très important, c'est de comprendre les tactiques qui sont utilisées par la désinformation. C'est quoi, justement, quelles sont ces tactiques? Alors, les tactiques, par exemple, ça va être, je pense qu'on a tous reçu le fameux texto ou le fameux message sur un réseau social de « mon cousin infirmier a dit ». Vous voyez bien que ça a été transféré des milliers de fois, c'est palpable, ça vous a été envoyé par quelqu'un de proche et ça parle de quelqu'un de proche. D'accord? Ça, pour notre cerveau, ça donne confiance. Et même si vous êtes bien conscient que vous ne connaissez pas la personne dont le cousin est infirmier, etc., vous allez avoir tendance à regarder ça. Et en plus, généralement, juste après cette entame de phrase, vous avez quelque chose qui fait peur. D'accord ? Donc il y a ce type de tactique. Vous allez avoir aussi des vidéos où vous avez une expérience personnelle qui est racontée avec beaucoup d'émotion. Ça va attirer.
vous allez avoir des vidéos de soi-disant professionnels. On ne vous dit pas que c'est des médecins, on ne vous dit pas, mais ils ont la blouse ou le stéthoscope. Et donc votre cerveau va l'associer à de la confiance. Ce genre de tactiques sont très intéressantes. Et si vous voulez aller plus loin pour toutes les connaître, parce que je peux en citer que quelques-unes, il y a beaucoup de formations en ligne. En fait, il y a des formations qui ont été développées en ligne pour vraiment apprendre aux gens quelles sont les tactiques, pour qu'ils puissent les voir. Et donc, du coup, se méfier, entre guillemets, parce qu'elles sont reconnaissables. Une fois que vous les connaissez, vous allez vraiment les voir. Déjà, rien qu'en vous disant ça, quand vous allez recevoir votre texto du cousin qui est infirmier, vous allez tout de suite vous dire « Ah, bon, peut-être que cette information-là, je vais la vérifier. » D'accord ? Donc, ça, il y a vraiment des formations qui sont très bien, notamment de l'OMS. Et la dernière chose que je voudrais dire avant de partir, c'est qu'en Afrique, vous avez de la chance parce que vous avez une alliance d'organisations internationales, régionales, nationales et puis de fact-checkers, de presse qui s'est mis en place dès le début en 2020 et qui a mis en place une plateforme qui s'appelle Viral Facts, donc en français c'est Viral Facts. Vous l'avez sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter et qui en fait, vraiment, c'est spécialisé dans écouter quelles sont les questions des gens pour pouvoir y répondre le plus vite possible sur les différentes épidémies et vous donner de l'information fiable, vraie. Alors, elle ne sera peut-être pas complète par rapport à vos questions, mais au moins, c'est de l'information que vous savez que vous pouvez partager et sur laquelle vous pouvez vous reposer et vous pouvez vous vraiment être sûr qu'elle est bonne. Merci beaucoup, docteur Catherine Bertrand-Ferrandi. Merci de nous avoir parlé de la bonne information santé. Merci.